Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon. Digimon via toute sa licence. Et oui, après une nouvelle petite pause, nous sommes enfin de retour. Non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais pour vous parler de Digimon. Et moi, Aldric, suis comme d'habitude accompagné de l'incroyable, du formidable, du presque parfait François. Bonjour Aldric, comment ça va? Bah ça va, tu vois, j'ai pas perdu mon habitude de te donner des surnoms grandiloquents. Merci. Bah, ça fait bizarre de se retrouver après autant de temps. Après une pause aussi longue, on est d'accord. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être lire quelques commentaires reçus ces 3 dernières semaines. Ça faisait combien de temps qu'on avait fait une pause Eh ben 3 semaines. Parce que du coup, de base, on devait le faire au bout de 2 semaines, mais l'un des deux a été malade, on ne dira pas qui. C'est pas moi. Et ceci n'est pas un mensonge. Oui, bien sûr. Non, bah du coup, en effet, on avait reçu des messages de John, notamment, qui nous avait écrit savez-vous si vous allez faire encore des podcasts? Parce que du coup, on avait redisparu. Mais oui, John, tu vois, nous sommes de retour avec un podcast. On avait reçu un message de ACN qui nous disait merci à vous et continuez à nous faire rêver avec Digimon. J'essaie de remonter tous les petits messages qu'on a reçus. On avait reçu un message de Shadow Was Taken sur le podcast du Fandub qui nous disait immense respect pour ce projet. Je suis fan récente de Digimon et c'est une grosse surprise de voir un Fandub si pro d'une saison entière sortir d'une commune si petite. Tu peux peut-être répondre à ce message? Merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir de voir que même après tout ce temps, il y a encore des gens qui tombent sur notre Fandub, qui a pris des années à faire, n'est-ce pas? 2 ans et demi. Donc ça fait chaud au cœur de voir des retours comme ça, donc merci. Et on avait reçu aussi sur les vidéos, genre celle de Piedmont se déchaîne, toujours génial ce fandub, ça fait plaisir. Sur le podcast donc de toutes les saisons de Digimon, on a Digimon Forever qui nous disait « Je reste optimiste pour un nouvel animé, mais si c'est juste un concert qu'il annonce avec l'image des papillons, je trouve ça dommage. Je pense pas être le seul à m'avoir fait des films, et au final, à part Beyond, il n'y aurait rien, c'est vraiment dommage. » Nous sommes d'accord. On a eu Yoshi qui nous disait, toujours sur ce même podcast, quand vous parlez de Digimon, Appmon, Aldric a parlé d'une plateforme, j'ai pas compris laquelle. Mon top 5 des séries Digimon sont Severse, Adventure, Appmon, Adventure 02 et Ghost Game. Alors la plateforme, je ne sais plus de quelle plateforme j'ai parlé moi sur Alors Appmon. je sais pas du tout parce qu'en plus Appmon c'est est sur aucune plateforme. Ouais. Et c'est marrant que son top 5 soit Severse en top 1 parce que du coup... Ah ouais. On vous laisse deviner de quoi on va parler tout à l'heure. Ça doit être marqué dans le titre, attention. Oui. Suspense. On a Chanabok qui nous disait « Sympa ce petit retour global sur toute la franchise. C'est là que je me rends compte que je suis loin d'avoir tout vu côté série Digimon. C'est assez tentaculaire. Appmon ne figurait là sur aucune plateforme, ayant dû se contenter d'une discrète diffusion sur une chaîne payante, ce qui peut paraître d'autant plus incroyable que le travail sur la VF a en effet été très soigné. Quel gâchis, car si la série vise un public assez jeune, elle demeure très sympathique. » Je confirme, la VF de Appmon est vraiment géniale. En plus, même tout ce qui est générique et tout ça, tous les noms ont été traduits. Enfin, vraiment, il y a eu un gros travail sur cette série, mais on n'en a pas entendu parler et je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Tout à fait. Vesperia qui nous dit « Salut, dans Digimon Appmon, la fille s'appelle Eri Aran. C'est mon personnage préféré et j'ai bien aimé votre dernier podcast. » Merci. On a ensuite... Chris qui nous dit « J'avais fait à l'époque les trades du manga V-Tamer, je pense qu'il y aurait juste une remise au propre à faire si cela vous intéresse. » Mais je pense que tu travailles dessus sur V-Tamer Oula non, en pas parallèle. encore. Non, je bosse pas sur V-Tamer, non, mais c'est prévu. Mais après, pourquoi pas récupérer les traductions qui ont été faites et puis voilà. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez des commentaires très sympathiques à notre égard. On est très content de faire vivre Digimon encore et toujours grâce à ce podcast, grâce à notre site internet sur lequel on vous propose différents projets. Maintenant, on va de plus en plus loin dans nos propositions. Et puis voilà. Et puis du coup, on est de retour pour vous parler d'une saison que l'on vient de finir de regarder parce que c'était pour ma part en tout cas mon premier visionnage de A à Z. François il avait essayé plusieurs fois mais il s'arrêtait toujours au début de la série et donc on va vous parler, je vais faire une petite présentation de la série dont on va vous parler avant d'en rentrer dans le vif du sujet. Donc Digimon Severse, ou appelée aussi à l'international Digimon Data Squad, une série de 48 épisodes diffusée pour la première fois donc au Japon du 2 avril 2006 au
25 mars 2007. En France, pour la première fois sur ADN en VOSTFR, le 1er mai 2022. Donc il y a eu du temps quand même qui s'est passé. Dirigé par Naoyuki Ito. Concept original de Akiyoshi Hongo. Le design des personnages est signé Sayo Aoi. Et dirigé donc artistiquement par Kajin Watanabe, Ken Tokushige, mon accent est génial, Shigetaka Toku et Tetsuhiro Shimizu. Petite parenthèse sur Akiyoshi Hongo, c'est une personne qui n'existe pas. Ah bon ? Exactement. En fait, ils mettent concept original. Quand ils disent concept original, c'est vraiment Digimon, quoi. Akiyoshi Hongo, en fait, c'est un groupe de personnes. Et je crois que le nom Akiyoshi Hongo a été obtenu en mixant en fait plusieurs prénoms ensemble. Donc, ce n'est pas une personne qui existe. C'est rigolo. Oui. Et la musique est signée Keiichi Oku. Musique que pourrait parler plus en détail Darin, de son prénom. Voilà, donc Severs, pardon. Donc c'est une nouvelle aventure de Digimon. Comment tu pourrais la résumer en quelques mots, François si tu devais faire un synopsis, voilà, présenter le synopsis en 30 secondes à quelqu'un, que dirais-tu ? Eh bien, qu'on suit un personnage qui s'appelle Masaru, qui un jour fait la rencontre d'un Agumon, qui l'entraîne ensuite à faire la rencontre d'autres personnes qui font partie d'une organisation, la DATS, qui s'occupe de gérer les Digimon qui sont en train d'arriver du monde numérique dans le monde réel pour les affronter, les retransformer en Digitama et les renvoyer dans le monde numérique. Voilà le truc de base, on va dire. C'est tellement bien résumé, mon cher ami. Merci. Voilà. J'ai bien travaillé. Exactement. Digimon Severs, on va vous en parler, vous dire ce que nous, on en a pensé, nos ressentis. Faut savoir que de base, on avait commencé à regarder la série à raison de 2 épisodes par semaine. Puis arrivé un moment où il y a eu un trou blanc où on s'est arrêté de regarder. Mais bon, voulant pouvoir faire ce podcast là, ces 2-3 dernières semaines, on s'est rattrapé pour finir les 15 derniers épisodes qui nous restaient à regarder. Et alors, globalement, là pour le moment, avis, on va dire, général, c'est pas la série que j'ai préférée de Digimon, mais pour moi, voilà, je reste un addict de l'aventure, donc ça sera difficile pour moi de faire mieux. C'était compliqué à rentrer dedans. Je vous avoue que moi, il m'a fallu, j'ai entre 10 et 15 épisodes avant de rentrer dans le truc, parce que le début, avec ces épisodes de la semaine, me parlait pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal, j'ai pu déjà le dire dans les podcasts précédents, avec le concept où on a peu de personnages, où on n'est pas dans une équipe chorale, mais on est dans une équipe beaucoup plus réduite. Réellement, on est sur 3 personnages principaux, et encore, on en parlera, mais l'une des 3 est pas forcément la plus mise en avant. Pourtant, il y a un groupe, parce que autour de ça, il y a d'autres personnages beaucoup plus secondaires qui seront jamais réellement exploités. Si après on a un 4e personnage, Ikuto, qui arrive et qui du coup, pour le coup, en tout cas à son arrivée, est pas mal mis en avant, mais après je trouve qu'on retombe un peu dans les travers. Et en fait, il y a ce syndrome, comme beaucoup d'animés d'aventure, où le personnage principal, ici Masaru, prend beaucoup trop la place et est beaucoup trop surexploité à mon sens. Et on est vraiment sur sa série et les autres personnages, je trouve. Et là où je trouve dommage, c'est que il y a beaucoup. Moi, les personnages qui m'ont le plus intéressé et qui m'ont le plus plu sont des personnages secondaires qui étaient finalement très peu, voire pas développés. Voilà, le concept en tout cas du Digimon, du partenaire, qu'on est toujours sur un partenariat Digimon humain, est assez intéressant. Mais encore une fois, Agumon prend tellement, vu que c'est le partenaire de Masaru, la place que. Voilà, je trouve qu'on a d'autres Digimon qui sont vraiment relégués au second, voire 3e plan, et c'est un peu dommage. Et après, sur la partie monde réel, monde numérique, je trouvais assez intéressant au niveau du concept qu'on soit d'abord beaucoup plus dans le monde réel, parce que du coup, c'est vrai que le monde réel est toujours très intéressant. Après, il y a toute une salve d'épisodes où ils vont dans le monde numérique. On va dire qu'après, on alterne un peu entre les deux. Et je trouve que dans cette série-là, il y a eu un concept un peu plus dur sur notamment la mort des Digimon, que je trouve assez intéressant, notamment avec, en tout cas quand il y a un méchant qui se dévoile avec des Digimon qui meurent réellement, pas genre avec on va ressusciter, mais vraiment on annule toutes les données pour les absorber, tout ça. Il y avait ce concept un peu plus dur que je trouvais intéressant, mais au final...
Je sais pas, j'avais un peu de mal à me dire c'est crédible. C'est pas aidé notamment par le fait que les personnages assez jeunes, ils ont 15-16 ans il me semble dans l'histoire, ou 14-15-16 ans, mais on les voit conduire des voitures, être des badass de héros, que ce soit Thomas et Yoshino en fait. À aucun moment on se dit que c'est des adolescents. Enfin pour moi c'est absolument pas crédible. On a plutôt l'impression d'avoir affaire à des personnages de 18-20 ans. Et voilà, moi je trouve que ça me plombe un peu le côté crédibilité. Voilà, j'ai fait un petit 3-4 minutes de critique, on va dire de manière générale. Je te laisse à ton tour faire une critique générale avant de rentrer dans le sujet. Ouais, bah ça va. Alors le truc c'est que ce podcast va pas être hyper intéressant pour les gens qui voudraient un débat, on va dire un peu animé ou quoi, parce que je suis un peu du même avis. Dans le sens où, pour moi, Severus, c'est une série que je suis content d'avoir regardée parce que, bah, effectivement, je crois que c'était la dernière qui me restait à voir. Parce que maintenant, j'ai vu tout Digimon, il me reste que Ghost Game, donc vraiment, on va dire tout ce qui est pré 2020. J'ai enfin tout vu, ça y est. Donc, je suis content de l'avoir vu, mais concrètement, pour moi, c'est une série que je ne reverrai pas. Il y a Tamers, Frontier, pardon, pour moi, qui est tout en bas. Et pour l'instant, Tamers et Sever, justement, qui se battent un petit peu pour la seconde plus mauvaise place, quoi. Concrètement, je suis d'accord avec toi sur effectivement le côté assez difficile à rentrer dedans. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je pense que je n'avais jamais dépassé les 10 premiers épisodes, je crois. Alors que j'avais recommencé plusieurs fois, hein. Mais ouais, j'arrivais pas trop à dépasser ce créneau-là. Parce qu'effectivement, bah, c'est un peu long à démarrer. Il y a des choses qui sont extrêmement bien juste après, justement, une fois qu'on a poussé un petit peu, je trouve que là, ça devenait vraiment très intéressant. Il y a eu un pic d'intérêt. Et puis après, effectivement, bah, c'est redescendu. Et alors là, par contre, sur la fin de la série, j'ai un peu de choses à dire qui sont pas très très positives. Mais voilà, effectivement, je partage un peu les mêmes retours que toi. Le côté où les personnages conduisent des voitures et tout ça, moi, ça m'a pas trop dérangé. Parce que dans tous les cas, moi je trouve que dans les animés japonais, les personnages ont l'air souvent plus grands que ce qu'ils sont réellement. Même déjà, ne serait-ce que par exemple pour la saison 1, je trouve que les enfants de Adventure, au final, ont un côté plus mature, plus, voilà, font un peu plus âgés. Donc là, c'est pareil, moi ça me dérange pas qu'on me dise que... D'ailleurs, je ne sais pas quel est l'âge véritable des personnages, mais on me dirait que Thomas et Yoshino ont la vingtaine, enfin, ou ont 20 quoi. Ça me choquerait pas. Donc pas trop de choses à dire là-dessus. Mais voilà, globalement, pas extraordinaire. Et puis alors, il y a un élément que je trouve assez dommage, c'est que du coup, la personnalité d'Agumon, maintenant, est devenue le Agumon de Severus, en fait. C'est un point qui m'a assez surpris, parce que, alors, un autre élément où je trouve, au final, je suis content d'avoir découvert Tree avant Severus, parce qu'il y a pas mal de trucs au final que Tree a récupéré de Severus. C'est assez surprenant sur ce point-là. Et alors par contre, ouais, la personnalité d'Agumon, la personnalité du Agumon de Taichi dans Tree, bah, c'est le Agumon de Severus, et ce n'est pas une bonne chose, non. Ouais, on est d'accord. Voilà. Et ben, on va, si tu le souhaites, on va déjà faire un tour des personnages et ensuite on Allons-y. entrera dans les différentes intrigues. Ce qui est marrant d'ailleurs, François et moi, autant on connaît la vie de l'un de l'autre sur les 35-36 premiers épisodes. Sur la dernière partie, on se les est pas donnés, donc on le découvrira en direct. Le personnage principal, hein, on t'en parlait avec Agumon, donc c'est Masaru Daimon. Je vais pas m'éterniser sur lui, je l'ai trouvé insupportable de bout en bout. Son design est cool, mais je le trouve beaucoup trop. Il a tout ce que je déteste chez les personnages principaux, chez les héros de shonen notamment, où voilà, il écoute pas, il en fait qu'à sa tête.
Et ce côté où il faut absolument qu'il tape avec son poing pour déclencher son pouvoir et tout ça, et se battre, les combats, les combats, les combats. Vraiment, je sais pas ce que toi tu peux dire de positif sur lui, mais je te laisse dire des choses parce que moi, j'ai pas envie de m'ébattre sur ce personnage. Alors, je n'ai pas grand-chose de positif à dire. Je suis pas comme toi, c'est-à-dire que moi, il m'a pas saoulé. Euh, Après, ouais, enfin, effectivement, c'est ce que tu as dit, il a un peu tous les tropes du leader intrépide qui a peur de rien. Je suis Mm. pareil, le côté frapper le Digimon. D'ailleurs, alors spoiler hein, pour la série, pour ceux qui écoutent ce podcast, on va spoiler un peu la série. Donc ne vous attendez Oui. pas à un retour sans spoiler, voilà. Mais je pensais que c'était moi qui frappe le Digimon. Là, je pensais que c'était quelque chose qu'on allait avoir au début et qu'il allait après, que ça allait après évoluer et qu'il allait pouvoir déclencher son pouvoir autrement. Non, ça reste le cas pendant toute la série. Alors autant, bon, déjà moi c'est un truc. Tu parlais de crédibilité tout à l'heure. J'ai moins de problèmes avec les gens avec les jeunes là qui conduisent des voitures qu'avec Masaru qui va frapper des Digimon. Alors certes, effectivement, cette Digi-âme, chose qui n'est jamais vraiment développée dans la série, semble donner des pouvoirs. Donc le fait qu'il puisse Aussi à frapper la des fin, Digimon. à la fin, il sacrifie leur digiam là pour. Oui, mais je veux dire, on nous explique pas vraiment ce que c'est. C'est ce Oui. que je veux dire. Donc bon, le fait que ça puisse déclencher que ça puisse déclencher entre guillemets, décupler la force de Masaru et lui permettre de frapper des Digimon. Bon, pourquoi pas. Quand on en arrive sur la fin où il doit trouver des tactiques pour aller frapper des Digimon qui font la taille d'un immeuble, ça devient vraiment difficile de justement de rester crédible quoi. Mm. Donc bon, effectivement sur ce personnage-là, je dirais moyen, moyen. Même, Ouais. je vais peut-être, bon, je vais déborder un petit peu sur ce que je vais dire sur la fin, mais pour moi, c'est un personnage qui n'évolue pas. On Mm. sent qu'effectivement, au tout début, il y a un espèce de sous-texte un peu intéressant où effectivement le père étant absent, il a pris un peu le rôle du père de la famille, tout ça. Il y a des petits passages avec la sœur, avec la petite sœur comme ça, où tu sens que il a peut-être plus sur les épaules que ce qu'il devrait avoir à l'âge qu'il a. Mm. Mais au final, ça reste très en surface et t'as l'impression que lui n'apprend absolument pas de ses erreurs, de rien du tout. Il reste assez constant du début à la fin. Donc, pour le coup, pas très intéressant, quoi. Voilà. On est d'accord. Bah, du coup, on va passer au deuxième personnage masculin, Thomas. Thomas, qui lui est avec Gaomon comme Digimon. Bah, Thomas, c'est finalement, chez les personnages masculins, celui qui m'a le plus intéressé. Parce que je trouve qu'il est. Même si au début, il y a ce côté un peu. Ah, ok, ça va être le rival, le brun contre le blond. Enfin, vraiment, il y a un peu tous les clichés que Digimon a pu sortir à ce niveau-là. Je l'ai trouvé assez intéressant. Il y avait des épisodes, notamment centriques sur lui, qui me plaisaient. Sur des fois, sur son passé, sur le fait qu'il soit européen. Alors, je sais plus de quel pays il vient exactement, mais. De Il est... Autriche. Autriche, merci, Autriche. Notamment plus vers la fin, il y a toute l'intrigue avec quand on découvre que sa sœur est malade, Relena, qui du coup, du coup, on pense qu'il va passer du côté obscur. Et là, on est en mode What the fuck? Et du coup, j'étais en mode, je détestais ces épisodes parce que je ne comprenais pas pourquoi Thomas devenait méchant. Bon, en fait, évidemment, oh spoil, il n'était pas vraiment méchant. Il jouait un rôle, un double jeu, parce que du coup, il voulait, voilà, il avait son propre plan dans la tête. Je trouve que il a ce côté un peu intelligent, mesuré, posé. Moi, ce personnage me plaît. C'est lui qui me plaît peut-être le plus parce que je le trouve pour le coup crédible. Il est beaucoup plus mesuré que Masaru. Masaru. Que Masaru, voilà. Et voilà, il a un certain charisme. Il a un certain truc qui fait que, voilà, on a envie d'aimer ce personnage. Et toi, de ton côté? Alors, Thomas, j'ai bien aimé un peu comme toi ce qu'ils ont fait au début. Le fait qu'effectivement, face à Masaru, ça fasse un peu ouais, la science versus les points, Mm. quoi, tu vois. Où je me disais, bah, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, les deux côtés peuvent avoir à apprendre de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Thomas, Mm. lui, ça aurait pu lui servir d'apprendre à lâcher prise un petit peu et Masaru à réfléchir un petit peu. Ce qu'ils font au début de la série, où effectivement, toute la partie jusqu'à ce qu'ils se fassent enfin confiance, euh,
devienne, est un peu développé. Par contre, après, il tombe dans le côté. C'est un peu ce que tu as dit, c'est que Masaru est tellement au centre de l'histoire, c'est-à-dire que tout tourne autour de Masaru à partir d'un moment. Donc tout ce qui est la partie avec son père, machin et tout, donc toute la partie finale. Mais d'ailleurs, Masaru, c'est le seul qui a des. Enfin, je veux dire, Masaru, on en parlera après, mais autant sa mère que sa sœur, qui ont à des moments sont présentes en fait du début à la fin. Mais c'est le seul. C'est les familles de Yoshino. Bon, si Thomas, il y a sa sœur qui apparaît, mais encore et son père. Mais c'est tellement tertiaire, voire. Et puis alors, excusez-moi, mais présenté comme un cheveu sur la soupe. Parce que oui, on a passé 10 épisodes. Peut-être un peu plus dans le monde réel à s'ennuyer avec des épisodes qui sont vraiment genre monstres de la semaine et tout ça, et on nous présente sa sœur malade dans l'épisode où on a besoin qu'il fasse un retournement de situation et qu'on pense qu'il est devenu méchant. J'étais en mode mais ils se foutent de notre gueule en fait, genre ils ont sorti la carte. Ça. Mais c'est ça. Là où Masaru, lui, sa famille est présente de A à Z. Et d'ailleurs, ils passent leur temps chez Masaru. La maman, la sœur sont très 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 présentes. Et les autres, Thomas, voilà, ça arrive vraiment très tardivement. En plus, son père est envie de le baffer tellement il est insupportable. Mais oui. Et voilà. Et c'est super dommage parce qu'en plus, quand tu sais qu'après, ils ont justement, ils sont partis pour faire une grosse menace sur le monde réel. Il fallait se servir des premiers épisodes pour développer les relations des gens justement nous présenter des enjeux pour qu'après quand ça devienne un peu la mouise dans le monde réel, on se dise oh purée, parce que là au final on avait quoi, on avait la mère de Masaru et la sœur de Masaru pour qui on s'inquiétait, le reste pas du tout. Mais il y avait un bel épisode sur la mort de la maman de Thomas, si je me dis pas de bêtises, dans la première partie de la série, tu sais qu'il y avait un épisode centrique sur lui où c'est quand il atteint l'évolution supérieure c'est ça, pour Gaogamon là. Il revit son passé et tout. C'était un des rares où effectivement il y a eu, tu vois, là tu me le rappelles, je l'avais complètement oublié. Oui, je viens d'y penser là, en pensant à la... J'ai dit tiens, et qui est sa maman? Et je repense à cet épisode. C'était un épisode d'ailleurs qui était un peu c'était choquant parce que je trouvais que l'accident de la mère, je crois qu'elle se fait écraser par un camion, je crois, un accident tout à fait, comme ça, était quand même assez, c'était assez cru la façon dont c'était présenté. Mais tu vois, pareil, ça pour moi c'est un truc qui, par exemple, est présenté une fois puis jamais réutilisé. Genre, effectivement, ça aurait pu peser dans la balance. Il y a 2-3 petites discussions comme ça où, effectivement, on comprend que le père est prêt à tout pour sauver pour sauver sa fille parce que la mère est morte et que, du coup... Mais pareil, pour moi, c'est sous-exploité et il aurait mérité d'avoir un peu plus. Voilà. On parlera de leur Digimon après, du coup Oh, tu peux parler de Gaomon maintenant. Hein, parce que on n'a pas parlé d'Agumon. C'est sûr, on en a parlé. On a dit qu'il était insupportable et qu'il pensait qu'à bouffer. Il pensait qu'à manger. Voilà, pas grand chose. Gaomon, pareil, souffre pour moi d'une sous-exploitation incroyable. Le côté, lui, ne dit que yes, master pendant toute la série. Ah ouais. Et puis n'a pas vraiment, pareil, il n'y a pas vraiment d'évolution non plus là-dessus. Moi je me suis dit au tout début ils semblaient très rigides les deux et tout, voilà. Je me suis dit sur la fin de la série on aura peut-être droit à une relation un peu plus naturelle entre guillemets ou quoi. Non, ça reste yes master de A à Z. Et je trouve que son Digimon souffre d'une sous-exploitation assez incroyable, mais c'est un peu le cas pour tous les Digimon. Hein. C'est très rare, il y a eu un épisode où on a eu une scène où il y avait que les Digimon ensemble. C'était l'épisode où ils rentraient sur Terre, ils se sont fait arrêter par le gouvernement ou quoi. Les Digimon sont d'un côté, les humains de l'autre. Et il y a des petites scènes là où les Digimon sont en mode non mais en fait on aime nos humains et tout. Ouais, justement le fait qu'il y ait eu besoin de cet épisode pour montrer à quel point ils sont attachés humains et partenaires et Digimon, c'est bien qu'il y avait un petit souci pour moi. Voilà. Et voilà, du coup c'est dit. Et puis on va passer à Yoshino, le personnage féminin de la bande. Yoshino,
Je l'ai déjà dit, je crois, quand on en parlait dans le groupe. On a envie de l'aimer. J'ai vraiment envie de l'aimer. J'ai eu vraiment envie de l'aimer. Parce que du coup, c'est quand même, en apparence, le seul quota féminin, même si en fait, il y en a d'autres, mais je reviendrai après de Megumi et Miki, mais c'est encore pire. Mais Yoshino, bah voilà, en fait, elle ne sert à rien. Elle est sous-exploitée. Et que dire de Lalamon, son Digimon qui elle n'est pas aidée en plus par la comédienne de doublage derrière. Même si après elle devient Rosémon et Rosémon, bah ah là là, j'aime Rosémon, évidemment. Mais Yoshino, non, c'est. Elle a pas. En fait, je sais même pas quoi dire tellement ce qu'ils ont fait d'elle, c'est horrible, et c'est aberrant. Bah, je te laisse la parole sur Yoshino. Bah, Yoshino, c'est une tristesse. Enfin, oui, c'est lamentable. Je sais pas quoi dire. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir très peu de fans de Yoshino parce que alors, il y a rien à se mettre sous la dent. On parlait en plus, tu sais, dans le monde réel des enjeux ou quoi. Elle n'en a Ouais. strictement aucun. C'est-à-dire qu'on nous présente. Alors, à moins que j'ai oublié un épisode, ce qui est tout à fait possible, On on lui nous présente son mec, hein. Enfin pas son mec, mais son même ami pas. d'enfance. Si, c'est dans l'épisode de Oui, la semaine, elle doit oui, protéger son ami d'enfance, oui. avec qui on lui prête une relation amoureuse, mais il est populaire. Je sais plus c'était quoi l'histoire exacte, mais C'était un chanteur, ouais, une effectivement, idole. qui se servait d'un Keramon Mm. pour sa musique et tout. Mais sauf que, pareil, le problème, bon, je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ces épisodes de la semaine, comme tu dis, c'est vraiment au début. Bah, à la fin de l'épisode, ils effaçaient la mémoire des gens qui ne C'est connaissaient vrai. pas les Digimon. Donc en fait, ça servait à rien et toute cette histoire d'amour bah, n'est jamais arrivée au final. Donc Mm. pour Yoshino, on n'a rien, il n'y a strictement aucun Bah, enjeu pour elle dans le monde réel, on connaît rien de sa famille. Son épisode où elle atteint l'évolution, donc je sais même plus, c'est ah oui, Floramon sinon je c'est crois. Floramon, ouais. L'épisode où avec Bancho Leomon là. Non, 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 vraiment l'épisode où elle atteint. C'est l'épisode où justement. Alors, ça doit être sur plusieurs épisodes, mais il y a celui où Thomas, justement, il y a le flashback avec la mère, là, Ah oui, et oui, tout ça. Elle se tape un flashback où elle arrive pas à jouer du piano, tu c'est vois. vrai. Je veux dire, ça. Enfin, vraiment, quoi. Et alors, effectivement, c'est la première fois que ça m'arrive, mais moi, personnellement, les comédiennes de doublage, mais même. Alors, pour Yoshino et Lalamon, c'est une catastrophe. Yoshino, pour moi, la comédienne de doublage, c'est la première fois que ça me fait ça. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui va pas, mais elle est complètement à côté de la plaque. Tous les passages où il faut y mettre un petit peu de. Alors, elle est très douée pour les cris. Ah si, alors quand elle se prend des coups ou des machins, alors là, oui. Très bien, que ce soit pour le Digimon ou même l'humain, elles sont très fortes. Mais alors pour le reste, quand il faut donner de l'émotion du machin, pour moi c'est le vide intersidéral. Et alors, mention spéciale pour Sunflowmon, l'évolution de Lalamon, Oh, donc au niveau ah, quelle catastrophe. adulte. Sa voix, oh là là. Mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir. Ça me refait penser aux Je- épisodes où elle évolue, Sunflowmon, et elle se prend une mandale et poum, elle est morte. Ah oui, non mais Ça, c'est une il y a eu tuerie. pire, il y a pire. Moi, il y a un épisode, je crois que c'est le premier où du coup il y a Falcomon qui apparaît. Ah Où oui, il oui. vient récupérer le Digitama, je me souviendrai, mais je te jure, cette scène est gravée dans ma mémoire, où Sunflowmon essaye de l'attaquer, mais Falcomon bouge trop vite, donc Sunflowmon n'arrête pas de tourner sur elle-même pour lancer son attaque, et elle fait Sunshine, oh, Sunshine, oh, et j'étais en mode, mais ça va durer combien de temps? C'est hyper malaisant en fait. Et c'est la première fois que je regarde un animé où la voix originale, je la trouve catastrophique. Oui, Donc oui. vraiment, c'est triste à dire, mais ouais, Yoshino et Lalamon, pour moi, c'est un gros miss, quoi, dans cette Ouais, série. non, mais c'est ça. Mais elles auront aucun moment, même à la fin. Je trouve qu'elles ont aucun moment où elles peuvent briller, où elles peuvent être. Non, j'ai Non. retenu un petit passage où, à un moment, elle fait à Masaru, genre, ouais, ça te coûtera un truc à bouffer ou je sais pas quoi, faudra que tu m'invites au resto ou je sais pas quoi.
Voilà, où j'étais en mode ah c'est cool, ça fait un peu, tu sais, c'est bien, ils développent un petit peu de personnalité, un peu de lien entre eux et tout, mais Mais c'est ça, sinon mais en fait, c'est ça, c'est que en fait, les trois personnages principaux, t'es censé avoir un trio, je vais comparer à. T'es censé avoir Harry, Ron et Hermione pour les fans d'Harry Potter. Donc, c'est-à-dire que tu regardes Harry Potter, tu lis Harry Potter, c'est un trio où voilà, ils vivent des choses ensemble. T'as des liens, t'as des amitiés, t'as des relations tu y crois. Moi, à aucun ah oui, moment, ces trois personnages, je n'ai vu un trio et je n'ai vu des relations fortes, amicales. ah non, Alors, encore loin, même pas un pseudo amourette ou quoi, que dalle. C'est qu'en fait, les liens entre eux étaient difficilement perceptibles et en fait, voilà, étaient pas développés. Et donc, voilà. Si on t'avais restait à la surface. Masaru Thomas, Oui, surtout au début, quand, oui, quand oui, ils oui. sont rivaux, quoi. Mais alors après, effectivement, je suis d'accord avec toi, le reste, Et, et donc, du coup, à la DATS, là, on a donc ces trois personnages travaillent pour la DATS. La DATS qui est dirigée par le commandant dont j'ai oublié le prénom, là, qui a un coup d'amon, si je dis pas de bêtises. ouais, C'est un Kudamon qu'il a. Donc lui qui du coup apparaît comme la figure d'autorité, mais qui à un moment aussi disparaît de l'intrigue pendant super longtemps, oui, parce que du coup la date s'est démantelée et compagnie, ils sont fugitifs, donc lui il disparaît. Et on a deux autres personnages féminins, donc c'est Miki et Megumi si je dis pas de bêtises sur les prénoms. Et encore il faut s'accrocher pour les avoir les prénoms dans la série, hein, parce que je suis pas sûr qu'elles soient citées à un moment. Et en fait au début elles sont là, elles sont un peu les pas les informaticiennes, mais elles travaillent pour la date, et donc du coup, elles font le lien sur les missions. Donc c'est elles qui donnent les indices, les missions, les machins, les ci, les là, le là, on va dire au trio. Et puis tu te dis, bah à un moment, elles ont des Digimon. Donc elles ont toutes les deux des Digimon qui se ressemblent. C'est les Ponchesmon, les Ponchesmon, voilà. Et tu te dis, bah voilà, à un moment, voilà, elles sont considérées d'ailleurs comme du groupe. Donc elles ont aussi une Digiam, elles ont aussi un Digivice. Donc tu te dis, elles vont être développées. Et en fait, il y a plein d'occasions manquées. À un moment, c'est la pagaille dans le monde réel. Et elles t'apparaissent en mode, comme des Sailor qui apparaissent, des Sailor Moon qui apparaissent, en mode, ouais, on vient vous aider et tout. Et en fait, non. Du coup, elles ne participent pas au combat. C'est, allez, on va leur montrer ce que c'est, à notre épisode, ce que c'est que d'avoir l'évolution parfaite, nous aussi, avec nos Digimon. Elles font évoluer leur Digimon du niveau parfait. Et en fait, ça sert absolument à rien. À un moment, quand, du coup, tous, ils sont en mode fugitif et tout ça. Elles aussi, elles sont fugitives, mais elles sont. En fait, il y a plein de moments, elles sont arrêtées, on sait pas trop ce qu'elles vont faire ou quoi. Et en fait, elles sont sous-exploitées du début à la fin. Et en fait, je me dis, mais c'est ça qui est horrible, c'est que tu prends Yoshino, tu prends ces deux personnages féminins, donc t'as trois personnages féminins. Je veux dire, en plus, ils auraient. Je veux dire, c'est que c'est un groupe où t'as des personnages féminins et on n'en fait rien de A à Z. Elles sont sous-exploitées, elles ne servent à rien. Et en fait, j'étais frustré parce que je ne fais que comparer à chaque fois aux autres séries. Je prends Digimon Adventure, bien évidemment, où t'as trois personnages féminins. T'as Sora, t'as Ikari, t'as Mimi, et Miyako si tu prends la saison 2 où elles ont des vraies personnalités, des vraies histoires, des vrais développements. Ce sont des personnages forts qui différentes les unes des autres. Et là, déjà, Miki et Megumi, j'ai envie de te dire, elles ont exactement la même fonction. Pourquoi avoir fait deux personnages? Ça sert absolument à rien, parce que mm. de leur Digimon à leur personnalité, ce sont les mêmes, en fait, Ah réellement. oui, en plus elles ont les deux un Ponchesmon, un noir et un blanc, quoi. Donc, je sais pas ce que tu peux dire toi d'elle, mais moi, j'étais d'une déception absolue, parce que, voici, et puis, et pour te dire à quel point elles servent la même chose, quand à la fin, t'as l'épilogue, Yoshino, Miki, Megumi, elles ont exactement le même épilogue. Moi, ça m'a. Genre, juste ça, t'en as vu. C'est-à-dire, les trois finissent dans les forces de l'ordre et dans la police. Et en fait, elles ont exactement la même trajectoire. Donc, ces trois personnages, c'est la même chose, en fait. Oui. Et ça te montre à quel point ils ont pas voulu se faire chier avec les personnages féminins dans cette série. Ouais, non mais oui, alors après, je suis entièrement d'accord avec toi, une sous-exploitation incroyable. À noter que leurs Ponchesmon n'ont pas de voix non plus. C'est-à-dire qu'ils Oui. ne parlent pas, donc c'est elles à chaque fois par exemple, quand elles les font évoluer ou quoi, c'est elles qui donnent les noms, Attaque, machin! qui donnent les noms et qui donnent les noms des attaques aussi. Donc voilà, économie aussi là-dessus. Leurs Digimon, déjà dont on ne voit pas les yeux, donc n'ont strictement zéro personnalité. Et tout le reste, je suis d'accord avec toi. Voilà, elles servent à rien. À part, en plus, alors moi, j'anticipe un peu sur, sur la suite, sur le scénar, mais le fait qu'elles aient des Digimon au niveau qui puissent atteindre le niveau parfait
et qu'elles restent, qu'elles soient cantonnées à rester Dans les bureaux. devant leurs ordinateurs à la date, je ne comprends pas. Non, mais moi non plus. Je suis. Mais Voilà. Moi, j'étais dans le. Si tu veux, j'étais. En tout cas, je pensais jusqu'à ce qu'elles fassent justement évoluer leur Digimon, qu'en fait, le chef là, il avait ces deux nanas là, mais qui avaient des Digimon, mais qui avaient pas, on va dire, des capacités de fou, donc il faisait appel à une équipe, voilà, Yoshino, machin, tout ça. Mais non, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, si elles sont capables d'avoir des Digimon qui évoluent à ce niveau-là, elles auraient pu aller sur le terrain. Oui, voilà, régler les problèmes. En plus, comme tu le dis, elles sont deux, donc à la rigueur, il y en a une qui reste en arrière et l'autre qui y va. Elles auraient pu régler tous les problèmes de la date s'il n'y avait strictement aucune raison que les trois autres soient là. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Et on a aussi, afin de parler d'Ikuto, je vais juste parler quand même de Chika, parce que du coup, il y a quand même un fort casting féminin, parce que finalement, sur le temps de présence, parce qu'en fait, tous ces personnages sont présents quand même dans quasiment ou presque tous les épisodes de la série. Donc on peut quand même considérer ça qu'on est sur un casting, voilà, de régulier. Et donc dans le casting de régulier, on rajoute aussi donc la maman de Masaru et donc Chika. C'est vrai qu'au final, quand tu dis ça, il y a plus de femmes que d'hommes dans la série. Mais oui, physiquement, en termes de présence, les femmes ont plus de présence sur le nombre d'épisodes que les personnages masculins. Et pourtant, les personnages féminins, on va en parler avec la maman et Chika. Donc la maman, alors moi, j'ai trouvé très touchante. Je sais que c'est bizarre, mais moi, je l'ai trouvé très touchante parce que elle me faisait beaucoup penser un peu aux mamans dans l'aventure, notamment à Yuko, parce que elle a l'air un peu à côté de la plaque au début. Elle me fait beaucoup rire. Tu te dis, en fait, tu sais qu'elle sait des choses, parce que oui, après l'intrigue nous montre que bah oui, son mari qui est parti dans le monde numérique, ça. Donc elle sait des choses, elle est loin d'être bête, et elle a ce côté un peu je suis présente, je suis là pour aider. Elle a l'air à côté de la plaque, mais elle n'est pas tant que ça. Et il y a Chika c'est la petite sœur par excellence, qui va un peu titiller son grand frère. Il y a cette relation de on se prend la tête, on se chamaille, mais en fait on s'aime énormément et le frère est prêt à tout pour la sœur, qui va être développé notamment quand Chika aura un Digimon. Et là aussi j'étais en mode ah ok, on donne un Digimon à Chika, donc notamment Piomon. J'étais vachement content. En plus, Piomon, un Piomon très grand. Elles ont une relation qui est plutôt, que j'aime bien. Mais à partir du moment où Piomon est tué et puis est renvoyé dans le monde numérique, bah, il faut combien d'épisodes avant que Piomon revienne? J'étais là, je me disais, mais elle va revenir quand? Mais je crois qu'elle revient à la fin. Ouais, une trentaine d'épisodes, peut-être. Ouais. Et en fait, et là aussi, mais rendez-vous manqué, c'est pourquoi le concept d'aller lui donner un partenaire Digimon pour finalement que ça dure aussi peu de temps et que quand elle revient, ou il revient, parce que je crois que c'est un Piomon est masculin dans cette version-là, bah voilà, ce soit pour aussi tardivement. Frustration. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais encore une fois, ça te montre à quel point c'est tout des occasions, des rendez-vous manqués. Bah ouais. Alors la mère, je suis comme toi. Alors moi, elle m'a pas touché, j'étais pas hyper accro, mais qu'est-ce que j'étais content quand on nous a révélé qu'elle savait des trucs, parce que au tout début, en fait, moi justement, j'avais un peu de mal avec elle parce que en fait, je la ah oui, il y a un niaise. Digimon. Ah oui, il y a un Digitama. Ah oui, tout est normal. Il y a un épisode où le Digitama, il tombe littéralement du ciel et elle est là en mode « Oh, un œuf qui tombe du ciel, ça alors ?» Et t'es en mode « Mais meuf, t'es là ou dans ta tête ou t'es dans un autre monde déjà là ?» Mais bref, donc du coup après, effectivement, tout ça, je trouve... je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'elle savait des trucs. Après, je suis un peu perdu sur certains points où, en réfléchissant comme ça, où tu te dis c'est quand même chelou. Le père, il est parti, elle savait où, mais elle l'a jamais dit du coup à Masaru. Surtout quand elle a vu, surtout quand elle a vu dès le début qu'il avait un Digimon, qu'il était à la date. Bah c'était peut-être l'occasion. Mais bon, on n'allait pas donner toutes les informations dans le premier épisode, tu vois. Donc. En fait, le problème de cette série, c'est je trouve que quand tu la regardes comme ça, épisode par épisode, ça va, mais quand tu creuses 3 secondes, tu te dis, mais il y a des trucs, c'est vraiment pas logique. C'est exactement comme là, tu vois, je te dis, Megumi et je ne sais plus qui ont des Digimon qui peuvent atteindre le niveau parfait et qui font rien. Ça, c'est quelque chose leur évolution parfaite, c'est quelque chose qu'on te présente vraiment tardivement, mais après, du coup, quand tu réfléchis 3 secondes en arrière, tu fais, wow, c'est chelou, du coup. Enfin bon, bref, du coup... Et après...
il y a quand même le dernier personnage dont il faut parler, c'est quand même Ikuto. Alors je sais que Darin, lui, aime de folie Ikuto, que c'est son personnage préféré. Et en fait, Ikuto, c'est compliqué. Parce que donc du coup, Ikuto, il y a toute une énorme intrigue autour de lui. Parce que bébé, il a été absorbé par une distorsion, il est tombé dans le monde numérique. Donc il a été élevé par un Yuki Darumon, Oui, qui est d'ailleurs, devenu je sa voudrais maman. faire une petite parenthèse. Parents qui faites des expériences scientifiques, Oui. ne laissez pas votre bébé dans un landau juste à côté. Et Merci. ne recommencez pas 10 ans plus tard, hein. En plus, Et donc du coup voilà en fait c'est via Ikuto et notamment toute cette intrigue qu'on va découvrir des choses parce que donc voilà il était projeté dans le monde numérique. Donc du coup en fait c'est comme ça qu'ensuite il y a eu une première expédition notamment avec les parents d'Ikuto, le vieux monsieur qui apparaît tout le temps nulle part avec sa tortue là, du coup le père de Masarusa qui pour le retrouver et donc du coup il a grandi, il a vécu une dizaine d'années je crois dans le monde numérique, donc il se considère comme étant un Digimon. C'est-à-dire qu'il y a toute une dualité où quand il est retrouvé par les humains, il est ramené dans le monde numérique, dans le monde réel, pardon. Il y a tout, c'est Ikuto, lui, enfin pour lui, dans sa tête, il est un Digimon. Il a énormément de mal à se considérer comme étant un humain. Même quand il retrouve ses parents, enfin, il y a tout. Je trouve qu'il y a il y a une histoire. C'est vrai qu'il y a une histoire, il y a un concept, il y a toute une idée qui est vraiment, voilà, qui est assez touchante. Même si, voilà, il y a un moment où je trouve que ça traînait en longueur et à un moment, t'avais envie de lui donner deux baffes à Ikuto parce que t'étais en mode, mais non, mais tu penses qu'en fait, ils se sont aidés, ils se sont entraidés. Tu penses que du coup c'est bon, ils les considèrent comme des amis, mais en fait non, ils les reconsidèrent comme des ennemis. Je parle de Masaru et des autres. Donc du coup ça traîne vraiment en longueur. Et au final, bon bah voilà, il rejoint le groupe et compagnie, et il embrasse ses deux parts. Il se sent à moitié Digimon, à moitié humain. Je trouve qu'il y a vraiment eu des choses intéressantes. Et finalement, après Masaru, c'est peut-être le personnage le plus développé, le plus utilisé. Je sais pas ce que t'en penses dans l'histoire. alors oui et non, c'est Sauf à la fin, après, voilà. on le relègue en second plan, je suis d'accord. Voilà. Il a toute la partie du milieu, c'est la partie la plus intéressante de la série pour Tout moi. à fait. Où Bah, on a toutes les effectivement, révélations. On a toutes les ouais, révélations ah sur ouais, ouais. l'histoire du passé, avec Mercury Mon. Enfin, il y Ah a ouais, c'est énormément de lore qui est donné et c'est extrêmement intéressant. ah ouais, c'est déballement de l'or. Et puis ce que j'aime bien, c'est aussi à chaque fois que t'en apprends un peu plus, ça te permet de connecter des morceaux et tout. Enfin, vraiment toute cette partie était très intéressante. Après, effectivement, je suis comme toi. C'est-à-dire que Ikuto, en plus on va dire le conflit qu'ils lui ont donné, j'étais assez vendu sur l'idée. Sauf que effectivement, au bout d'un moment, quand tu l'entends dire 150 fois je suis un Digimon, je suis pas un humain, voilà, au bout de 5 épisodes, ça devient un peu lassant. Je dois avouer, je veux pas être trop dur avec ce personnage parce que je l'ai trouvé, ouais, enfin, je l'ai trouvé touchant. Il y a quand même 2-3 trucs effectivement que j'aime bien. La relation avec les parents aussi. Oui, J'aime bien tous les épisodes où effectivement le père apprend qu'il est là, mais il veut protéger sa femme. Du sa coup, il femme. dit qu'il veut Est-ce qu'ils pas ont eu un nouveau rencontrer. bébé entre temps? Enfin, ils ont une Ouais, petite fille entre temps et tout ça. voilà, il y a 2-3 trucs comme ça où tu te dis, ouais, ça aborde des thèmes qui sont sympathiques. Ils ont réussi à mixer ça effectivement avec le lore et tout machin, donc c'était vachement bien fait quoi. Euh, mais effectivement, il y a des trucs. Je pense effectivement à l'épisode où il fallait aller chercher une potion. Enfin, je sais plus parce que je sais plus ce qui s'était passé, qui était malade de quoi, mais je sais que Ikuto était malade et Yushi, je sais plus qui, enfin en tout cas un humain aussi était malade. Fallait aller chercher fallait chercher un antidote. Falcomon était parti avec les autres et là tu te dis bon bah Mm. là maintenant qu'ils se sont aidés effectivement c'est fini. Ben non, effectivement ça repart sur Mm. Ikuto qui fait pas confiance et tout machin. Enfin bon. Ouais. Après j'ai bien Ouais, aimé non. le fait que effectivement au final toute la partie un peu famille d'adoption avec quand Ikuto retourne dans le monde réel, il reste un peu avec la famille de Masaru. Voilà, j'aime Oui, bien. C'est là où je trouve assez sympathique dans le sens où ouais, tu vois que Masaru, il a quand même ce côté un peu figure paternelle, en gros un petit peu, mm. ou grand frère en tout cas. Oui, oui. Donc où je trouvais un peu intéressant quoi. Mais sinon après ouais, après cette partie-là par contre, enfin, il est complètement sous-exploité. Et puis un point, mais parce que, enfin, à chaque fois, pareil, j'empiète un petit peu sur la partie scénario, mais pourquoi lui n'a pas
de contrepartie. Il y a 3 méchants qui apparaissent vers la fin. Qui Ah, sont les bioniques, là, voilà, les des humains humains bioniques, ouais. mixés avec des Digimon. Et je disais, bah, c'est la contrepartie parfaite pour Ikuto, qui lui, du coup, ne se sent ni humain ni Digimon. Bah là, en phase 2, ils avaient des méchants qui sont la combinaison entre les deux, sauf que lui, bah, n'a pas de contrepartie. Ah ouais. Et puis d'ailleurs, pendant tous ces épisodes où ils s'affrontent, c'est les bio machin là, Ikuto n'est pas là. Je sais plus ce qu'il part chercher, mais en tout cas, C'est il est vrai. absent de ces Bah, épisodes. on va parler du scénario, comme ça on va pouvoir aborder tous ces sujets-là. On va essayer sur certains points, on ira assez vite parce que du coup, je ne saurais pas dire en combien d'arcs exactement est divisée la série. On va dire que déjà il y a l'arc des épisodes one shot qui sont là pour poser les personnages, l'intrigue et tout. On en a un peu parlé, donc je crois qu'on va pas y rester 3 ans parce que il y a pas grand-chose à dire. C'est que c'est une introduction à la série, aux personnages, aux Digimon, à la date. Voilà. Oui. Il y a cette partie-là. J'aimerais quand même revenir sur un truc. Oui. Voilà, que je trouve vraiment dommage, c'est que, alors effectivement, je comprends que dans l'intrigue, il faut effectivement faire ce truc à la Men in Black, où ils ont le petit appareil qui permet d'effacer la mémoire, qui ne revient jamais d'ailleurs, hein. Ça aurait pu être utile pour peut-être certains autres trucs, tu vois. Ils auraient pu effacer la mémoire du méchant, par exemple, tu vois. Lui faire oublier tout ce qui est Digimon, mais bon, bref, ce n'est pas utilisé, c'est juste dans ces épisodes-là au tout début. Un élément que j'ai beaucoup apprécié, c'était un peu le développement Thomas et Chika, justement, où Chika, justement, elle est un peu en mode Ah oui, ouais, c'est vrai. Masaru, c'est trop la honte et tout. Du coup, elle se rapproche pas mal de Thomas. De Thomas, ouais. Sauf que par exemple, ça, c'est quelque chose qui après n'est absolument pas réutilisé nulle part dans l'intrigue. Et quand on découvre qu'il a une vraie sœur, enfin, voilà. Je veux dire, j'étais en mode, mais du coup, il a une vraie sœur. Parce que, en plus, au tout début, quand il est très proche de Chika, on nous donne l'impression dans ces épisodes-là qu'il n'a pas de famille. Et que du coup, quand il découvre la famille de Masaru, c'est un peu, tu sais, en mode ah bah finalement c'est bien d'avoir. Mais en fait non, il a une petite sœur qui apparaît après avec un collier explosif qu'on nous explique pas ce que c'est. Je suis désolé, hein, je vais taper un peu du poing sur la table, mais je veux dire, bah pour moi pareil, c'est des trucs, c'est vraiment dommage. Et puis le fait qu'ils effacent la mémoire des gens qu'ils ont rencontrés dans l'épisode à la fin de l'épisode, bah tu sais que ça fera des gens qui ne serviront Mais on jamais revoit à des rien gens après, au quoi. caméo à la fin. On revoit des gens au Ouais, caméo voilà. à la fin. Ils servent de caméo, mais je veux dire, bah, ça servira pas d'enjeu plus tard. Tu sais que Ouais, c'est non. pas des personnages auxquels il faut t'attacher parce qu'ils seront jamais réutilisés. Voilà. Après, Par contre, quoi. c'est vrai que je l'ai pas dit, mais la relation Chika-Ikuto, j'ai bien aimé. Surtout qu'à la fin, ils sont. Alors, je sais pas comment toi tu l'interprètes, mais dans l'épilogue, ils sont ensemble, non? Je sais pas, ils se Oh, tiennent la je main. sais pas, moi je les considère plus comme des frères Bah, et ils se tiennent la sœurs. J'ai main. l'impression Bah, ouais. qu'Ikuto est allé vivre chez Oui, les... c'est vrai, on dirait. Voilà, et que, ouais, enfin, bref, je sais pas. Non, c'est vrai. Voilà, parce Du, que bah, pareil, voilà. ça c'est un point. Bah après, du coup, la partie qui apparaît juste après, c'est du coup toute la partie où, à partir du moment où Chika a son Digimon, tout ça, et que Falcomon vient chercher ce Digitama sans qu'on nous explique vraiment tous les tenants et les aboutissants. Et ça, pareil, pour moi, c'est un truc sous-exploité, c'est-à-dire que Falcomon. Ah! Oui. Falcomon, du coup, est à l'origine, du malheur de Chika quand même. Et C'est quand vrai. Falcomon revient dans le monde réel avec Ikuto, t'as un plan où Chika elle ouvre la porte, elle est genre qu'est-ce qui se passe? Et finalement elle le jette dans le bain et le problème est réglé. Et du coup, bah ensuite, la deuxième partie de l'intrigue, deuxième arc, on va dire, c'est avec le fait qu'ils vont devoir aller dans le monde numérique, du coup, avec Mercurymon, avec c'est là où on commence à avoir du lore finalement. Je sais pas comment l'appeler cet arc-là. L'arc de la Grande Guerre. L'arc de la Grande Guerre, c'est très bien. Voilà, bah, tu vas en dire 2 mots peut-être. Et bah pour moi c'est la meilleure partie de Severus. C'est-à-dire que là, je me souviens même plus pour quelle raison, mais je crois que justement, c'est pour le Digimon de Chika, non? Qu'ils partent dans le monde Oui, numérique. c'est ça, ouais, ouais. Et puis il faut qu'ils retrouvent Ikuto aussi. Enfin, c'est entre autres.
Non, parce C'est qu'ils rencontrent Ikuto dans le monde numérique. là-bas, c'est vrai, exact, ouais. Donc je sais même plus pourquoi ils y vont. Il y a peut-être aussi pour le père de Masaru, je crois. Bon, en tout cas, ils y vont à 3 et ils Ouais. ils Bon. vont quitter là-bas. Je me souviens même plus des raisons pour lesquelles voilà, ils y vont, mais bon, bref. Et là-bas, effectivement, bah là, et c'est quand ils font la rencontre de Mercurymon que ça devient très, très, très intéressant. Ils sont beaucoup face à un Digimon Gotsumon. Oui. Il est assez sympa, ce Digimon. Oui, parce qu'il revient en plus après. Ouais, et j'aime bien aussi son évolution où en fait il change juste de couleur et tout. Enfin, il y a des trucs qui sont assez sympathiques, assez marrants autour de lui. Et puis finalement, c'est quand même un adversaire de taille, donc c'était assez intéressant. La Oui. découverte du monde numérique aussi était assez intéressant. Les endroits qui nous sont présentés sont sympas. Quand ils arrivent face à Mercurymon, là ça devient hyper intéressant où effectivement là Mercurymon explique en gros tout ce qui s'est passé, l'histoire avec les chercheurs qui sont arrivés il y a très longtemps et qui sont revenus pour complètement anéantir les Digimon, dirigés par monsieur le Kurata, n'est-ce pas, ce grand méchant. Je crois qu'à partir de là, il y a déjà Kurata a déjà fait son. En fait, Son il est déjà apparition. là. Il est déjà là. Et parce qu'en fait, ils sont dans le monde numérique. Après, ils reviennent dans le monde réel avec Ikuto. Et c'est là qu'il fait son apparition. En fait, il fait son apparition dans le monde où. Et Bon, après, à alors, partir de. toute cette partie est floue, alors que c'est dommage parce que c'était la plus intéressante parce que je sais qu'il y avait il y a Saber Leomon qui était là et Saber Leomon se fait tuer Ah oui. par le Gizmon là. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui meurent. Je trouve qu'il y a beau. Enfin, je crois que c'est la première fois où j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de morts Digimon, en tout cas dans une série Digimon. Oui. Bah même Mercurymon du coup se fait. Oui, oui. Enfin bon bref, du coup il y a c'est toute la partie qui est la plus intéressante où on découvre effectivement qu'Ikuto a été élevé par un Yuki Darumon qui s'est fait tuer aussi par les humains du coup quand Par les Kurata a humains, lancé du coup, sa oui. grosse attaque et tout machin. Donc assez intéressant. Toute cette grande guerre, là, je me souviens des épisodes quand on nous a présenté tout ça, on était vachement à fond, quoi. On apprend que effectivement, donc le gars qui dirige la DATS était dans cette expédition avec l'autre gars, effectivement, le vieux là qui apparaît, qui est d'ailleurs celui qui donne le Digivice à Masaru là. Voilà, donc avec son Kamemon. Qui est là, c'est vrai, ponctuellement, par-ci par-là, ce mec, on en a pas parlé, mais. Ouais, on nous explique pas grand chose aussi non plus, à part effectivement qu'il était là au début, enfin qu'il faisait partie de la première expédition, La team, quoi, ouais. voilà, pour découvrir le monde numérique. Enfin bon, bref. Donc bon, Et- voilà, on découvre. Oui. Et il y a aussi Bancho Leomon qui apparaît, et où tu sens venir à 3000 km de qui il est. Ah ouais, mais c'est ce que je disais, c'est la première fois. D'ailleurs, Bancho Leomon, non, il apparaît pas tout de suite. Il apparaît tôt aussi, il les entraîne et tout dans la cabane. Il apparaît assez Ouais, tôt mais c'est dans après l'intrigue. ça, c'est bien après, parce qu'en fait. Peut-être. Oh, je sais plus. Ah, si, non, il apparaît assez vite. Confondu. Non, il apparaît assez vite, mais après, il sert pas à grand chose au début. Mais en Oui. tout cas, il apparaît. Et si, dès le début, on se dit, tiens, ce serait pas lui, en fait. Je sais pas pourquoi on pense à ça dès le début, mais. Je bon. sais pas, mais c'est parce que c'est moi. Dès qu'il est apparu, je t'ai dit. Spoiler, attention pour tout le monde, mais dès qu'il est apparu, le premier épisode où il était là, il a une scène avec Masaru où ils veulent se taper dessus ou je sais pas quoi. Bien évidemment, c'est Masaru. J'ai fait, c'est le père de Masaru. Je te le donne en mille, c'est son père. Et Ah, c'est plus compliqué que ça, mais. Ouais, j'ai eu un petit moment de doute à un moment, je sais plus, où Bancho Leomon parle du père de Masaru ou je sais pas quoi, et du coup il en parle à la troisième personne, où j'étais en mode je sais pas et tout machin. Puis en fait, si. C'était bing, 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 bing dans le mille, et c'est ce que je disais, c'est moi qui d'habitude suis très crédule et vais toujours là où les scénaristes veulent m'emmener. Alors là, je les ai percés à jour dès la première apparition de Bancho Leomon, donc bon, j'étais un peu pas très investi, on va dire, dans ce plot twist quand il apparaît. Après, le plot twist, c'est tout sur la dernière partie de l'intrigue, hein, c'est plutôt à la fin que c'est développé. Là, à ce moment-là de l'intrigue, il y a tout ce que je déteste dans cette série, ça a été le personnage du scientifique, tu l'as dit son nom, je l'ai oublié. Kurata.
Kurata qui du coup tout ce qu'il a, j'ai détesté ce personnage. Je le trouvais mais casse-pied, il m'énervait. En plus il fait que tout ce qu'il fait, je trouve ça mais tellement horrible. En fait je trouve que le fait que les humains, enfin que le gouvernement soit tombé dans son panneau. Après il y a toute l'intrigue qui développe où du coup il développe des humains bioniques. Donc en fait il aspire les données des Digimon pour les réinjecter dans des humains et faire des sortes d'hybrides pour les utiliser. Ces trois personnages en fait en soi, moi sur le papier, ils sont intéressants. Et en fait, c'est la manière dont la conclusion, la manière dont sur 3 épisodes ils sont vaincus parce qu'ils sont face à chacun des 3 autres personnages. Et je trouvais ça mais tellement mal exécuté. Alors que il y avait un concept, hein, il y avait un truc. Et non, mais le personnage, moi, est complètement dingue. Après, quand il devient complètement dingue et qu'il fusionne avec, je sais plus quel est le méchant Digimon, où il devient ce méchant Digimon là pour détruire le monde et tout. Enfin, en fait, c'était tellement cliché et tellement what the fuck que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Ouais, je trouvais que c'était trop. Enfin, le personnage était juste tête à claque et la manière dont il joue les grands méchants, j'ai trouvé ça trop cliché. Et pour moi, j'ai détesté. Je viens de me recaler dans le scénar, donc Bancho Leomon n'apparaît pas tout de suite. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont dans le monde numérique une première fois où du coup ils récupèrent Ikuto et tout ça, machin et tout ça. Ils sont face à Mercurymon qui leur explique ce qui se passe. Là, il y a Kurata qui apparaît. C'est là qu'on découvre que Kurata est un gros salopard. Ouais. Mercurymon a juste le temps de les renvoyer dans le monde réel. Et dans le monde réel, c'est là qu'ils sont arrêtés justement par le gouvernement qui est en mode ça suffit les Digimon, maintenant nous on va récupérer ça, on va laisser Kurata faire parce que lui va s'occuper d'éradiquer tous les Digimon, on n'aura plus de problème. Et après, justement, c'est après toute cette partie-là, donc toute la partie où Ikuto retrouve ses parents, machin et tout ça, qui retourne dans le monde numérique. Et là, c'est pendant qu'ils sont en train de traverser dans le monde numérique que les 3 nouveaux méchants, les hybrides là, apparaissent. Ils sont super forts. Le Digimon du patron de la DATS évolue pour la première fois. Donc voilà. Et puis c'est là que le grand chef disparaît. Et quand les 3 arrivent, justement, les 3, donc, Masaru, Thomas et Yoshino. Bon, Ikuto est là, mais du coup, dès qu'ils arrivent dans le monde numérique, justement, c'est là que Ikuto part, il se sépare, je sais même plus pourquoi, parce qu'il dit « Ah, mais attends, je sais, j'ai une idée, je peux aller chercher, je sais pas quoi. » Donc, il s'en va. Et c'est là que Bancho Leomon apparaît, justement, où il dit si vous continuez comme ça, vous pourrez jamais battre les 3, justement, les hybrides, là, qui sont beaucoup trop forts et tout. Ah, bref. Et donc, ouais, toute cette partie, je suis d'accord avec toi, c'est pour moi là où après ça redevient... où ça baisse, quoi. Toute la partie avant est super géniale. Donc, on nous apprend du lore. Ikuto retrouve ses parents. C'était vachement sympa. Et alors là, retour dans le monde numérique avec les hybrides et Kurata qui est là et qui fait des dégâts. Parce qu'alors, les 3 personnages hybrides donc, qui sont là pour être des contreparties de Masaru, Thomas et Yoshino. Wow. Alors, déjà, ils sont inintéressants au possible. Ils sont développés, ils ont le droit d'être développés dans un épisode. L'épisode où ils se font battre, où on découvre que la fille qui est super intelligente, qui est censée être la contrepartie de Thomas, au final, c'est pareil, elle est super intelligente et donc du coup, par rapport aux autres, c'est compliqué, tout machin. D'ailleurs, elle est en mode suis-moi Thomas et à nous deux, on formera un monde parfait et tout. Où t'es en mode ouais, d'accord, pour ces clichés, ça sert à rien. L'autre gars qui a qui est la qui est contrepartie amoureux de Yoshino. Ouais, enfin qui est amoureux, non. Ouais, pas qui est amoureux, mais qui dit tout ce qu'il pense, notamment c'est sur son ses pensées running gag. sexuelles. Ouais. Voilà, son running gag, c'est de dire par exemple oh, la fille est jolie, mais je ne le dirai jamais. Mais sauf qu'il le dit à haute voix. Voilà, donc bon, pourquoi pas. Pareil, lui, tu découvres qu'il fait ça en fait parce qu'il a une famille, il a plein de frères et sœurs, et donc du coup, c'est à lui de. Voilà, donc, et ça, tu l'apprends genre vraiment au moment où où Yoshino va le. Non, il meurt pas vraiment. Hein. Va le battre. Oui. Ouais. En fait, ils meurent pas, ils sont séparés aussi. Ça, c'est pareil, c'est un peu ta gueule, c'est magique, mais bon, ils sont séparés des données Digimon voilà. Et ils redeviennent des humains lambda, quoi. Voilà. Une fois qu'ils sont battus, adieu. On ne les retrouve plus jamais jusqu'à l'épilogue. C'est vrai. À la toute fin, où ils sont là, genre ils apparaissent sur un plan en mode
regardez, on est là, vous vous souvenez de nous, on servait à rien, hein, mais voilà. C'est ça. Eux m'ont fait. Je crois que d'ailleurs, en plus, leur évolution, à un moment, c'est la première fois où, pendant une scène très sérieuse, je me suis mis à pouffer de rire. Parce que c'est vraiment là où tu sens qu'ils sont partis un peu en vrille, les scénaristes. C'est-à-dire qu'au début, du coup, ils ont la Biomerge Evolution, je crois, un truc comme ça. Sauf que après, quand Masaru, tout ça, obtiennent l'évolution supérieure, ils se font battre. Donc Kurata leur permet d'évoluer au niveau supérieur aussi. Et là, ils te sortent la Bio, Ultra, Giga, Ultra hybride, machin et tout. Et j'étais en mode, c'est une blague ce nom à rallonge comme ça ou c'est véridique? Le nom de l'évolution, c'était juste à mourir de rire, quoi. Bref. Et puis alors, est-ce que c'est le moment de parler de l'entraînement de Bancho Leomon? Oui, bah, j'en l'ai évoqué un peu, mais c'était risible, là. Ah mon dieu, pour atteindre l'évolution supérieure, donc ça doit être le niveau ultime, je crois. Bancho Leomon font venir les trois humains sans leur Digimon dans une espèce de dojo où ils sont enfermés. Et là, pendant tout l'épisode, tu as les deux garçons qui doivent se battre contre des espèces de marionnettes qui reviennent à la vie à chaque fois. Et Yoshino est assise pendant tout l'épisode. Elle regarde les deux mecs se battre en mode allez-y les gars, courage! Et elle reste là, et elle fait rien. Ouais. Alors qu'à la toute fin de l'épisode, quand du coup Masaru et Thomas se mettent à crier, ce qui leur permet d'avoir leur Digiam se décupler et puis d'atteindre le niveau ultime, bah Yoshino les imite, et elle aussi, sans avoir absolument rien fait de cet exercice présenté par Bancho Leomon, atteint le niveau ultime. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, les hommes, ça se bat avec leurs poings, et les femmes, ça ne fait rien. C'est ça. Et puis, on a la dernière point de l'intrigue, finalement, que j'appellerais l'intrigue Yggdrasil. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai vu, du coup, je vois cet inverse après Tri. Et donc, du coup, dans Tri, Yggdrasil a une place tellement importante que, du coup, voilà, il y avait ce côté un peu... Parce que là, surtout, on voit Yggdrasil. Enfin, il y a Yggdrasil et tout. Donc, alors justement, j'étais curieux d'avoir ton avis. Parce que du coup, là, toute cette partie-là, on s'est pas donné nos avis. Mais toi, t'en as pensé quoi de toute cette intrigue autour d'Yggdrasil, du coup? Sur le principe, pourquoi pas. Dans les faits, c'était un peu... j'étais pas très investi vraiment sur la fin. Moi, j'étais pas investi. Moi, je trouvais que c'était le bazar. Enfin, moi perso, je trouvais que c'était un peu le bazar et un peu comme toi, j'avais juste envie d'arriver à la fin. Et si bien que j'ai pas fini. J'ai fait comme toi. Je n'ai pas fini mon visionnage sur ADN. J'ai été télécharger les épisodes pour mettre du fois 1,5 fois 2 juste pour aller plus vite. Ouais, parce que du coup, l'histoire, c'est que dans le monde réel, Kurata a prévu tout un plan pour en fait, il a fait croire au gouvernement qu'il voulait éradiquer les Digimon, sauf qu'en fait, Kurata veut se servir des Digimon pour dominer le monde, si j'ai bien compris. Donc il fait revenir un gros méchant, un monstre hyper méchant. Ah d'ailleurs, non, parce qu'il faut j'ai pas fini de critiquer encore cette série, mais il faut faire un petit détour sur ces épisodes où du coup dans le monde réel on découvre que Thomas a une sœur qui est malade. Kurata fait croire qu'il va pouvoir sauver sa petite sœur, donc la petite sœur de Thomas. Donc Thomas fait semblant de passer du côté de... Voilà. Alors pour moi, il le faisait tellement bien que pendant tous ces épisodes, j'étais en mode c'est hyper pas crédible. Je comprends vraiment pas ce que Thomas... pourquoi Thomas fait ça. Bref. Surtout qu'en plus, on nous explique rien. C'est pour ça que tout à l'heure, je rigolais, je disais la sœur, elle a un collier explosif. Bah ça, par exemple, c'est au moment où Thomas enlève le collier... Qu'on sait que c'était explosif. Voilà, qu'on apprend qu'il était explosif. Donc en fait, il y a plein de problèmes au niveau du scénario où t'es en mode, tu comprends pas pourquoi les gens font tel ou tel truc, et tu te dis, mais... What the fuck, quoi. Et là, alors, le seul point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce passage-là, c'est que c'est Masaru qui, du coup,
s'énerve contre Thomas qui semble être passé du côté Ah oui. obscur, qui fait évoluer son Digimon en un Digimon maléfique parce que alors ça pareil par contre Il nous fait une Skull Greymon. Excusez-moi les scénaristes, mais travaillez un petit peu. Au début de l'épisode, Bancho Leomon a fait oui, il existe un mode burst, mais vous ne pouvez pas l'utiliser car c'est trop dangereux. Alors je suis en mode pourquoi t'en as parlé du coup? Parce que si c'est trop dangereux et qu'il faut pas l'utiliser, ne leur dis pas qu'il existe, parce qu'avant que tu en parles, ils ne savaient pas que ça existait. Pour que à la fin de l'épisode, effectivement, Masaru fasse un mode burst corrompu pour que Shine Greymon affronte Mirage Gaogamon. Je trouvais ça intéressant. À la fin, en plus, du coup, Agumon redevient Digitama, et t'étais en mode waouh. Et on nous dit qu'il va perdre la mémoire. Oui. Et tout était en mode, mais c'est trop bien. Bon, alors tu sais qu'à un moment, il va la retrouver, la mémoire. Mais bon. Non, mais la retrouve tout de suite. Voilà. Je pensais que ça allait. Enfin, qu'on allait nous expliquer quelque chose, ou qu'il allait devoir faire quelque chose, qui allait faire que. Mais ce qui est con, c'est que cette partie-là, ils l'ont gardé avec Chika, quand elle retrouve Piedmon, qui du coup ne se souvient pas de Chika, tu vois. Et en fait, ils auraient pu très bien faire aller dans ce sens-là, mais non. Non, il y a juste Masaru, ta gueule c'est magique. Quand Koromon revient, il fait qu'est-ce qu'il y a Masaru était en mode ah d'accord, donc il a pas oublié il a pas perdu la mémoire, on ne nous expliquera pas pourquoi. Très bien. Bon, ces enjeux ne servaient quasiment à rien. Pourquoi pas? Voilà. Parce que alors, c'est ça pareil, tu vois, tu te dis bon là à ce moment-là Masaru va apprendre de ses erreurs. Non. Il continue à aller frapper les Digimon, il continue à faire à courir au-delà du danger, voilà, mention spéciale pour la scène absolument pas masculinité toxique où quand on apprend enfin que Thomas finalement n'est pas méchant, Masaru et lui se recroisent. Masaru lui fout un gros pain et leurs problèmes sont réglés, c'est-à-dire que ça y est, suite à ça, ils sont de nouveau copains, tout va bien. D'accord, ok, c'est une bonne façon de montrer aux garçons comment régler les problèmes, effectivement, avec tes amis. Ça ne sert à rien de parler. Si tu as un problème avec ton ami et que ton ami te fait une crasse, donne-lui un gros coup de poing et vous serez quitte. Vous serez quitte, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Donc bref, après tout ça, effectivement, Masaru part... parce que déjà de base, c'est là que pareil, ça devient un peu... C'est compliqué pour nous parce que c'est fouillis aussi. C'est que de base, partir chercher Yggdrasil, c'était déjà un truc qu'ils avaient prévu quand ils retournaient dans le monde numérique. Ah donc oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, ouais. Et oui. Et, donc du coup, parce que je crois que d'ailleurs à ce moment-là, ils disent « Oui, il faut que j'essaye de retrouver mon père, donc il faut que j'aille retrouver Yggdrasil. » Finalement, il y a tout l'histoire avec les hybrides et Kurata, machin. Donc là, après, une fois que Kurata est battu, ils sont en mode bon, là maintenant, un peu à la Digimon Adventure, le monde numérique apparaît dans le ciel et ils disent bon, là, le monde numérique est en train de tomber sur le monde réel, il va falloir aller faire quelque chose, il faut aller parler à Yggdrasil. Donc ils partent. D'ailleurs, Masaru part tout seul de base, parce que c'est Masaru, n'est-ce pas? Voir Yggdrasil. C'est là qu'on découvre toute la garde royale. Je trouvais que c'était pas trop mal. Après, je me disais, c'est un peu bizarre de nous présenter, de nous introduire la garde royale là, à genre 8 épisodes de la fin. Ils sont je sais pas combien. Je me disais, bon, qu'est-ce que ça va donner? Mais finalement, ils les affrontent pas tous. Il y a vraiment que... il y a que Masaru. Ils en affrontent quand même 2-3 dans le monde réel, je crois, parce que du coup, Yggdrasil, qui a la forme du papa de Masaru, dit il faut éradiquer les humains. Ok. Et donc, du coup, la garde royale part faire ça, du coup, dans le monde réel. Ils arrivent dans le monde réel et puis ils commencent à détruire un petit peu tout, quoi. Et puis voilà, hein. Voilà, et puis à la fin, Yggdrasil est vaincu, mais il ressuscite le père de Masaru. Oui, qu'entre-temps, Bancho Leomon, qui est le père de Masaru, meurt, mais en fait, il sera ressuscité parce que mais alors ça, c'est pareil. La PND. Je suis désolé, mais Masaru a mis 150 ans à chercher son père. Quand il arrive face à Yggdrasil, il pense que c'est son père. Finalement, Yggdrasil est super méchant, donc Masaru, il est un peu affecté et tout machin. Finalement, on découvre que
surprise, Yggdrasil, Yggdrasil a pris la forme du père de Masaru, mais n'est pas le père de Masaru, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment il s'appelle le père de Masaru avait fait un Shugoro. deal Ouais. avec je sais plus qui. Enfin, là, je suis perdu sur la fin, mais bref. Et que du coup, il donnait sa vie en disant que les humains finalement étaient gentils, sauf que Kurata fait n'importe quoi, donc le gars il est en mode non, du coup il faut que tu crèves quoi. Donc Bancho Leomon fait tout un truc, pareil. C'est tout des. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est tout des points qui sont sous-exploités, sous-expliqués surtout aussi, où nous on nous explique rien. C'est-à-dire que Bancho Leomon, d'une manière étrange, arrive à garder l'essence du père de Masaru et à l'intégrer à lui-même à récupérer sa digiam ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Dans une facilité scénaristique où du coup Bancho Leomon a 2 personnalités. Alors du coup, le père est à l'intérieur, Bancho Leomon est là aussi. On sait pas trop. Surtout qu'à la fin, Bah oui. quand justement Bancho Leomon chope Yggdrasil. C'est Yggdrasil d'ailleurs qui chope. Je sais plus. Oui, Où oui. il dit Bah, détruis-moi. J'ai un doute. Je sais plus si c'est un de la garde royale ou si c'est Yggdrasil. Bah, c'est Yggdrasil Si pour c'est moi. Yggdrasil. Oui, oui. Et bref, facilité scénaristique, voilà, où d'ailleurs on nous dit que Yggdrasil prend le corps du papa de Masaru en disant « Ah, Bancho Leomon, tu n'auras pas le droit d'agir, sinon je ferai quelque chose ». Ça permet au scénariste de dire « Voilà pourquoi Bancho Leomon, qui est très très fort, n'a rien fait en fait pendant le reste de la série. C'est parce que Yggdrasil tenait le papa, enfin en tout cas le corps du papa de Masaru, prisonnier ». Tout ça pour que ça fasse dans le même épisode où Masaru apprend que Bancho Leomon est son père, il lui dit vas-y, sacrifie-moi. Masaru le fait dans une scène qui n'est absolument pas déchirante. J'étais en mode mais pourquoi? Je veux dire, là c'est censé être les retrouvailles du vrai père qu'il a pas vu depuis je sais pas combien de temps, et genre la figure de son paternel, t'as l'impression que c'est la chose la plus importante pour Masaru, et non, il le zigouille comme ça, voilà, deux temps trois mouvements. Finalement Yggdrasil prend une autre forme, et alors là ça va être mon plus gros coup de gueule à la série, c'est que alors Masaru, comme c'est le Masaru Show sur la fin, c'est Masaru tout seul qui va battre Yggdrasil. Et sauf que en gros, le point qui fait que Masaru et Agumon se battent face à Yggdrasil et disent que leur combat est mieux que celui qu'Yggdrasil et que Yggdrasil doit arrêter de vouloir éradiquer les humains, c'est que tous les humains sont capables d'évolution, peuvent changer, et que d'ailleurs les Digimon aux côtés des humains peuvent évoluer, et que cette évolution c'est ce qui fait qu'on est humain et qu'il faut sauver les humains. Sauf que quel est le personnage qui n'a strictement eu aucune évolution au cours de la série? Bah, c'est Masaru. C'est Masaru. Masaru n'a eu aucune évolution tout au long de la série, c'est-à-dire qu'au tout début, bah, il frappe tout le monde avec ses poings, et à la fin il frappe tout le monde avec ses poings. Pour moi, il n'a strictement rien appris de toute la série et n'a strictement pas évolué. Et pourtant, face à Yggdrasil, quand il se jette vraiment pour le dernier gros coup qui va détruire Yggdrasil, ils sont en mode oui, les humains peuvent toujours évoluer, on a toujours le moyen de changer. Bah, pas toi, apparemment. Mais bon, ça suffit à vaincre Yggdrasil. Et puis là, tu as une scène formidable où Masaru retrouve sa mère et Chika. Où là, je te jure, je regardais la série et j'étais en mode bon, comment il va dire à la mère et à sa fille et à sa sœur que c'est lui qui a tué son père, hein, du coup. Bah, pas besoin de le dire. Bah, pas besoin de le dire parce qu'effectivement, Yggdrasil a sauvé son père. Voilà. Donc Yggdrasil, qui était absolument contre les humains qui voulaient tous les détruire, a dit bon, bah finalement, je vais faire une fleur à ce gars-là et puis faire revivre son papa. Ouais. Ok. Pourquoi pas.
Et on a quand même une fin, hein, cette série, avec du coup, finalement, on va couper le lien entre monde numérique et monde réel, et donc on va refermer la porte et compagnie. Et donc, hop, il y a les adieux, tous les Digimon doivent repartir là-bas, et les humains rester sur Terre. Et tu vois, Et, je fais encore une petite parenthèse, mais quand je dis que Masaru n'a strictement pas évolué, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on apprend que les Digimon disent « Non mais nous on veut repartir dans le monde réel, dans le monde numérique, pardon ». Déjà, très chelou quand tu sais que leur lien était... Enfin, le lien qu'ils ont avec leurs humains est censé être fort. D'ailleurs, j'ai oublié... Jamais dans l'aventure, ils auraient accepté ça aussi. Ah, jamais, voilà. Et puis d'ailleurs, je refais une parenthèse dans la parenthèse, mais c'est là qu'on apprend que le Digimon du gars de la date est un Digimon de la garde royale. Donc il est super puissant. Ah oui, exact. La tortue, là. Puissant. Pourquoi, alors, du coup pourquoi quand il fallait régler les problèmes avec les Digimon dans le monde réel, il faisait rien? Ouais. C'est un Digimon qui a le pouvoir de la garde royale, pardon. Ouais, exact. Du coup, quand j'ai appris ça, j'étais en mode non, enfin, je veux dire, du coup, vraiment. Parce que il faut laisser les gens, il faut laisser les jeunes faire d'eux-mêmes et blablabla, sinon il n'y a pas d'histoire. Oui, mais du coup, c'est ça le problème, moi, c'est que vraiment le côté sinon il n'y a pas d'histoire, pour moi, c'est que c'est mal écrit. Alors, moi, par contre, moi, la décision finale de Masaru, parce que du coup, voilà, on peut dire, tous les Digimon repartent et les humains attends, restent. parce que du coup, je voulais finir mon petit point juste avant de après, promis, je te laisse la parole. C'est que quand je disais que Masaru n'a strictement rien appris, quand les Digimon décident de repartir dans le monde réel, que font Masaru et Agumon? Ils se tapent dessus. Au lieu de se parler, ils se tapent dessus. Et t'es en mode, mais sérieux, quoi, sérieux, c'est du foutage de gueule. Là où ils se sont rencontrés. 3 minutes avant, face à Yggdrasil, ils sont en mode non, les humains méritent d'être sauvés, c'est des gens bien, et on peut toujours évoluer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tapent dessus encore, et Masaru qui montre qu'ils n'ont absolument rien changé, quoi. Ils sont retour à la case départ à l'épisode 1, et t'es en mode mais... ok, bref, vas-y. Et non, mais du coup, voilà. Et donc, à la fin, de toute façon, Masaru et Agumon ne seront pas séparés parce que Masaru décide de vivre à la sauvage et de repartir dans le monde numérique avec Agumon et donc de rester là-bas. Et en fait, moi, ça m'a profondément dérangé parce qu'en fait, moi, ça m'a dérangé parce que je sais pas. Je trouve que la famille accepte trop facilement la mère, Chika et tout. Oui, là, franchement, ils vont plus le revoir du tout. Et voilà. Et donc, ensuite, on nous amène à l'épilogue. On voit un peu ce que tout le monde est devenu et voilà, et c'est mignon, mais en soi en fait j'étais pas assez attaché au personnage pour me dire pour qu'il y ait un affect émotionnel. Et je le disais plus tôt, les 3 filles font exactement la même chose, donc elles ont le même épilogue pour elles 3. T'as Chika et Ikuto qui sont devenus des collégiens et qui vont à l'école et tout. Donc Masaru qui vit dans le monde numérique. Thomas a sauvé sa sœur quand même. Oui. il a gagné un prix Nobel finalement. Bon, lui il a une belle évolution, il a gagné quelque chose quand même dans tout ça. Ouais, mais pareil, pour moi c'est même pas une évolution parce que dès le début on nous présente comme quelqu'un de scientifique, un génie, et tout ça, et donc du coup du début à la fin il a fait ça, quoi, et c'est tout. Non, donc voilà, finalement, tu l'as dit, je pense qu'en résumé et en conclusion, je la reverrai pas la série. Elle m'a pas transcendé. C'est bien, je l'ai regardée, au moins je pourrais me dire, c'est bon, j'ai coché les cases et j'ai regardé cette série. Voilà, j'ai aucun personnage, je me suis dit, je le kiffe de ouf, même chez les Digimon, y a rien qui m'a transcendé et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Mention spéciale quand même pour le Digimon d'Ikuto qui est sympa, moi j'aime bien. Falcomon et Ikuto sont sympas, parce qu'on n'a pas du tout parlé de lui, mais en même temps à partir de la fin, passer son arc à lui, après il sert plus à grand chose. Mais c'est Ikari et Telmon, passer l'arc. Oui, c'est ça, ouais. Avec quand même des petites histoires un peu plus poussées, pour Ikuto, mais son Digimon il est cool, j'aime beaucoup l'évolution au niveau ultime, le burst mode aussi est sympa. Voilà. Mais vous, chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, vous qui avez vu Severance, j'imagine, ce que vous en avez pensé. Faites la contrebalance et la contre-mesure et dites-nous pourquoi on a tort, pourquoi c'est bien, pourquoi cette série en fait mériterait qu'on la re-regarde à nouveau. Dites-nous tout parce que je pense qu'il y a des fans. Récemment dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait que Severance c'était sa série préférée. Donc il faut nous dire. Premier parce degré, que, du coup, pas méchant. Savoir pourquoi. Oui. Parce que nous, on a peut-être qu'on est passé à côté, peut-être que que je sais pas, il y a plein de choses. Parce que Darin aussi l'aime bien, donc Darin nous dira pourquoi il aime bien Severance.
je vais terminer. Je fais un dernier truc. Et Oui, parce promis, qu'on a après, dépassé le temps. Ouais, je sais, donc je me dépêche. Après, promis, j'arrête. Mais pour moi, Severus, encore une fois, hein, il y a énormément de choses qui sont. Je trouve de points qui sont très intéressants, qui auraient mérité d'être développés. Toute la partie du milieu avec le passé, la guerre et tout, était hyper sympathique. J'ai beaucoup aimé tout le côté, justement, finalement, lien entre humains, Digimon, Ikuto et ses questionnements. Voilà, les hybrides sur le principe étaient intéressants, mais au final, voilà, pas utile. Enfin, voilà. Par contre, pour moi, je suis désolé, alors après, tant pis qu'on me traite de woke ou je ne sais quoi, mais pour moi, cette série est hyper problématique. En termes de message, le message qu'elle envoie, je la trouve hyper problématique. Dans le sens où on te montre le père de Masaru, qui au final, pareil, lui règle ses problèmes avec ses poings. Masaru, qui n'a pas grandi énormément avec son père, n'a retenu que ça de leur relation. Et c'est ce qu'il fallait retenir, parce que de tous les problèmes, il s'en sort comment? Avec les poings. Note à la formidable scène où Masaru est tombé par terre et est en train de pleurer, et son père est en train de l'emmener, alors je sais plus s'il l'emmène à l'hôpital ou je sais pas quoi, et il lui dit quoi? Ne pleure pas, les hommes ne pleurent pas. Voilà. Bref, comme j'ai dit tout à l'heure, règle tes problèmes avec tes amis en les frappant. Les femmes sont réduites au rôle de faire à manger. Et puis Yoshino, pareil, ne sert à rien. Voilà. Surtout qu'en plus, alors, un autre truc qui aide pas sur cette série, c'est le design des personnages. Il y a certains épisodes, alors je ne sais pas qui a travaillé sur les storyboards ou quoi, mais alors certains épisodes, tu as l'impression que les femmes sont tout droit sorties d'un hentai. C'est impressionnant. Je me souviens d'un épisode où il y a Megumi et je sais plus qui là qui apparaissent. Mickey. Mickey, ouais. Mais elle a un décolleté de malade qui disparaît dans l'épisode d'après parce que ça devait pas être le même storyboarder, mais what? Du coup, vraiment pour moi, ouais, voilà. Tant pis si on me traite de woke, mais pour moi cette série, elle est problématique sur tous les points. Tu sens vraiment que c'est une série limite pour garçons, quoi. Pour bonhomme, ouais, je suis d'accord. Testostérone. Voilà, bon. Voilà. Bah, je pense que tu as tout dit, donc je te rejoins. Comme je le disais, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis et vos impressions. Nous, de notre côté, on a été ravis quand même de passer du temps à regarder cette série, de pouvoir vous en parler dans ce podcast. Pour une fois, on parle d'autre chose que d'aventure. beaucoup de critiques, mais en soi, c'était quand même sympa de se retrouver, voilà, pour regarder une série qu'on n'avait jamais vue. Ouais. Donc maintenant on va se lancer dans quoi, François? Quelle série allons-nous regarder? Ghost Game, Appmon, Moi, comme j'ai dit, hein, j'ai tout vu sauf Ghost Game au final. Et la fin de 2020 que je refuse de voir, mais... Ouais. Eh ben en tout cas, on vous remercie de nous avoir encore une fois écoutés. On ne s'aventure pas à dire à la semaine prochaine parce que maintenant on ne sait pas trop en termes de rythme quel rythme on pourra donner. Ça va bientôt être Noël et tout. Alors... Ça va bientôt Noël. En plus, on se voit physiquement toi et moi le week-end prochain, donc voilà, il y a des choses qui se passent chez nous. Et puis voilà. En tout cas, merci bien. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Aimez Digimon. Oui. Voilà. Et à bientôt. Oui, à bientôt.